Vous m'entendez mieux? Mieux, ouais, beaucoup mieux. D'accord. Bah, tout d'abord, au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir accepté l'interview. Je vous en prie. Donc là, je suis avec un autre animateur qui, lui, est spécialiste du football féminin. Il s'appelle Christophe Estevez. Il aura quelques questions pour vous. Donc là, je vais débuter et ensuite, je vais lui laisser la main, quoi. Donc on va revenir sur l'actualité footballistique. Donc notamment sur le foot espagnol, vu que d'après mes infos, vous êtes en quelque sorte un spécialiste. C'est bien ça. On peut dire ça, ouais. D'accord. Donc ma première question, c'est justement, vu d'Espagne, comment on juge la saison du Paris Saint-Germain? Alors c'est une nouvelle chose en Espagne de s'intéresser aux autres championnats. En fait, le problème évidemment en Espagne, c'est que le public espagnol est très très centré sur sur l'actualité du football espagnol et en fait on suit très très peu les autres championnats du côté de l'Espagne. Donc le peu qui est suivi, c'est un petit peu de championnat anglais comme partout, mais je vous avouerai franchement que la Ligue 1, ça fait pas la une des journaux, c'est vraiment un tout petit encart à la dernière page dans les grands quotidiens sportifs parce qu'il n'y a pas de passion. Simplement, cette année, c'est vrai que le Paris Saint-Germain a intéressé un petit peu. On commence à en parler parce que ça fait figure de grands clubs européens. Donc en Espagne, évidemment, depuis au moins la confrontation de l'an passé contre le FC Barcelone en Ligue des Champions, on a commencé à s'intéresser un petit peu au phénomène Paris Saint-Germain. Et je pense que Zlatan Ibrahimovic y est pour beaucoup. D'accord. Et donc vous dites à juste titre qu'il s'intéresse beaucoup au club espagnol. Et là, hier, on a appris une info comme quoi le club de Valence allait être repris par un investisseur de Singapour, je crois. Et en fait, comment s'est vu là-haut l'arrivée des investisseurs étrangers, surtout avec l'épisode Malaga? C'est bon, en Espagne, plus ou moins bien pris. On a parlé de l'épisode Malaga. Il y a eu avant ça un épisode encore plus dramatique du côté du Racing Santander avec un faux investisseur qui est resté pendant un an à la tête du club et puis finalement qui était recherché par Interpol. Donc voilà, il y a eu un petit peu de quelques soucis du côté de l'Espagne avec les investisseurs étrangers. Mais là, on va dire ça arrive au bon moment parce qu'en fait, Valence a eu un petit souci dans son histoire. C'est Valence a toujours été un club qui était plutôt bien géré, notamment par la famille Reusch, en fait, qui sont les grands propriétaires de Porcelanosa. Et en fait, ce club a toujours été assez bien géré. Ensuite, il y a eu un souci avec le président Juan Soler, qui était en fait président, lui, d'une société de BTP, qui avait proposé de racheter Mestalia et en échange de construire un nouveau stade. Parce qu'en fait, Mestalia est situé dans le quartier du port de Valence, c'est le quartier où il y a le Grand Prix, où il y a eu la Copa América, donc c'est un quartier qui a eu un fort développement économique. Et donc, du coup, Valence s'est lancé dans les travaux pour construire un stade du côté du quartier de la foire de Valence, qui est un stade absolument magnifique, qui était moderne, qui était vraiment une belle infrastructure. Simplement, le club a investi 300 millions pour cela, et malheureusement, la crise de l'immobilier est arrivée en Espagne. La société du président Juan Soler a fait faillite, et donc le FC Valence s'est retrouvé avec 300 millions de dettes d'un seul coup à éponger. Donc c'est les raisons pour lesquelles ils ont vendu leurs meilleurs joueurs. Ils ont vendu Silva, ils ont vendu Mata, on s'en souvient évidemment, des garçons comme David Villa, comme Raúl Albiol, qui ont été vendus, si possible, très cher, évidemment, pour essayer d'éponger les dettes. Donc là, Valence n'en pouvait plus, était en train de vivre sous perfusion, puisque c'était Banquilla qui gérait sous tutelle en fait le club de Valence, et Banquilla a l'an passé décidé qu'il fallait maintenant rentrer dans les frais, donc chercher un investisseur. Donc Peter Lim, finalement, ça fait un moment qu'il était sur le coup. C'est un investisseur de Singapour. On sait que ça vient beaucoup d'Asie ou du Moyen-Orient, évidemment, les investisseurs dans le football. Donc on va voir. Son projet, en tout cas, est cohérent. Il promet des investissements. On a vu que ce club a quand même réussi à faire une demi-finale de Ligue Europa cette saison. Donc voilà, l'arrivée de quelques nouveaux joueurs peut permettre encore une fois à Valence de grandir. D'accord. Et d'autant plus que cette saison, on a vu un club gagner la Liga,
un club, hormis les deux monstres que sont le Real et le Barça, qui pouvaient, comment dire, se chatouiller les 10 dernières années. L'un était champion, 2 ans après c'était l'autre, voire l'année après. Et en fait, est-ce que c'est une véritable révolution ou un feu de paille qu'il y ait une équipe comme ça qui se hisse au premier plan dans l'année? Bah, c'est surtout voilà l'excellent travail de Diego Simeone. Effectivement, ça fait 10 ans que ça n'était pas arrivé. Hein. Le dernier club, hormis le Barça ou le Real, qui avait réussi à être sacré champion, c'était Valence en 2004 avec Rafael Benitez. C'est l'année où ils font le doublé, où ils remportent la Coupe de l'UEFA contre Marseille. Donc voilà, ensuite c'était un petit peu un mano à mano entre les deux géants du football espagnol. Il y a un tel écart de budget que c'est très très dur pour les autres d'être compétitifs. Mais là, il va falloir saluer le travail voilà d'un garçon comme Rimarin ou d'Enrique Cerezo, qui sont les dirigeants de cette équipe de l'Atlético, parce que l'Atlético en quelques années, je vais vous parler juste du cas de l'avant-centre, mais regardez, parce qu'eux aussi ont énormément de dettes, ont été obligés de vendre Fernando Torres très cher. Ils ont réussi à trouver un petit Argentin, El Kun Agüero, qui derrière a fait des miracles. Quand El Kun Agüero est parti lui aussi rejoindre la première ligue, eh ben ils ont su aller débusquer Falcao du côté du FC Porto. Ils en ont fait une star. Falcao part à Monaco, où ils le vendent encore une fois très très cher. Et cette année, voilà, la révélation avec Diego Costa, alors que avant ça, au Valladolid ou au Rayo Vallecano, voilà, Diego Costa n'est pas l'étoffe mondiale. Et ben voilà, ça c'est le travail de cette équipe de l'Atlético. Travaille très très bien sur le recrutement. Il y a quelquefois des petites erreurs, hein, comme avec Joshua Guialabogui cette année, par exemple. Mais généralement, voilà, le groupe de Simeone, à cette grinta, c'est vraiment un groupe très très sain qui travaille l'un pour l'autre. Et puis on le voit, que ce soit sur les coupes d'Europe ou en Liga, le travail paye, parce que cette équipe, elle est, allez, je veux dire, pas la plus talentueuse, bien moins talentueuse sans doute que le Barça et que le Real Madrid, mais tellement plus solidaire et plus travailleuse. Voilà, à l'image de vraiment Diego Simeone, qui était franchement le même joueur quoi, que l'entraîneur. Mais je vais vous donner un chiffre. La dernière fois que l'Atlético Madrid a été champion d'Espagne, c'était en 96. Ça fait donc 18 ans qu'ils attendaient. Et dans l'équipe de 96 qui avait été sacré champion, il y avait un joueur qui s'appelait Diego Simeone. Voilà, tout à fait. Et donc là, on a parlé des investisseurs. Et il y a une autre mode en Espagne que nous, en France, on regarde ça d'un œil attentif. Il s'agit des projets des socios. On voit qu'au Real, ils en ont, et plus au Barça. Et est-ce que, à votre avis, ça vient de là la pérennité des clubs? Ça protège en tout cas effectivement des investisseurs étrangers. Alors je vais pas vous dire c'est voilà, le fruit de la démocratie, c'est un système footballistique qui est complètement différent. Donc en Espagne, pour pas mal de grands clubs, c'est le cas du Barça, c'est le cas du Real Madrid, c'est le cas également de Bilbao qui fera cette année le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le président est élu démocratiquement. Donc en fait, ce n'est pas une société anonyme dans laquelle on pourrait racheter des parts. Donc finalement, un investisseur russe ou qatari ne peut pas venir acheter le club du Barça ou du Real Madrid, peut être éventuellement parrain, sponsor, mais ne peut pas imposer un président en rachetant des actions. C'est forcément, quoi qu'il en soit, toujours une élection démocratique qui fera l'élection de José María Bartomeu au Barça ou de Florentino Pérez du côté du Real Madrid. D'accord. En parlant de Barcelone, justement, hier, on a appris qu'un autre joueur allait devenir entraîneur du club. Il s'agit de Luis Enrique. Et en fait, ma question, c'est pourquoi, sachant qu'il a très peu réussi dans le club de la Roma, le Barça a pris le risque de le mettre en tant qu'entraîneur? C'est une bonne question. C'est la philosophie du club, c'est-à-dire ça avait plutôt pas mal marché avec, je vous rappelle quand même, Josep Guardiola, qui était un garçon qui entraînait l'équipe B, qui était alors en 3e division, qui n'avait absolument aucune expérience. Je vais pas vous rappeler quand même tous les titres qu'a ramené Guardiola. Non, pas la peine. Voilà, là on est à la fin d'une période, c'est-à-dire qu'ils ont tenté le coup avec Gerardo Tata Martino.
c'était, je pense, un échec, mais un échec un peu programmé par l'homme fort du club, à savoir Lionel Messi, puisque ça vous aura pas échappé que Gerardo Martino vient de Rosario, qui est la ville natale de Messi. Jorge, le père de Lionel Messi, est également assez influent aux côtés du Barça, donc avait réussi à glisser le nom de Tata Martino. Maintenant, il y avait une vraie rupture avec le vestiaire, donc là, Andoni Zubizarreta, le directeur sportif, a fait hier une conférence de presse, annoncé que Gerardo Martino s'en allait. Si vous m'aviez posé la question, ça fait à peu près un mois qu'on le dit sur nos antennes que ça sera Luis Enrique Martinez qui prendra la tête de l'équipe du FC Barcelone, parce que c'est un nouveau projet. On parle quand même de 8 joueurs qui vont partir, hein, et pas des moindres, évidemment, avec les Victor Valdés, José Manuel Pinto, les 2 gardiens de but, mais également voilà, au milieu de terrain, des garçons comme Song, Javier Mascherano, qui risque de partir du club, Daniel Alves, notamment Fabregas, qui est également sur la liste des transferts. Donc voilà, c'est une nouvelle période qui va s'ouvrir. Et pour ce projet, on a été chercher, comme on l'avait fait avec Josep Guardiola, un garçon qui connaît très bien cette équipe, puisque ses premiers pas d'entraîneur, il l'a fait également, comme l'avait fait avant lui Guardiola, dans l'équipe réserve du FC Barcelone. Donc voilà, alors certes, ça n'a pas réussi du côté de l'AS Roma, c'était peut-être compliqué par rapport à la barrière de la langue. Maintenant, il a fait une très belle saison avec le Celta Vigo. Je vous rappelle qu'ils ont battu le Real Madrid la semaine dernière 2-0, et il classe le Celta Vigo, qui est vraiment une équipe assez moyenne dans la première moitié de tableau. Donc oui, pourquoi pas laisser sa chance à Luis Enrique Martinez, qui a été un joueur important pour le Barça. Je vous rappelle qu'il a marqué plus de 100 buts pour les Blaugrana. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous évoquiez un départ, celui de Daniel Alves. On l'annonce du côté de Paris. Vous avez plus d'infos? Qu'il est partant, voilà, ça je peux vous le confirmer maintenant que c'est signé avec le Paris Saint-Germain ou avec un grand club de première ligue. Non, pas encore. On va déjà attendre le 1er juin, que la fenêtre officielle des transferts s'ouvre pour que ça puisse être officiel. Voilà. Le départ de Daniel Alves est quasiment acté du côté du FC Barcelone, qui s'est mis à la recherche d'un latéral droit, de défenseurs centraux. Là, il y a déjà deux noms qui sont arrivés du côté du Barça, avec le gardien de but Marko ter Stegen du Borussia Mönchengladbach, et puis le petit croate Alen Halilovic. Mais vous allez voir que le Barça, cette année, va être assez actif sur le marché des transferts. Il faut quasiment changer la moitié de l'équipe. Et vu qu'ils seront actifs, est-ce que ça sera un nouvel élan pour le club? Je pense que ça va être compliqué. Ça va être forcément compliqué parce que en face, vous avez deux machines de guerre, le Real Madrid et l'Atlético. Ils vont pas se relâcher. Donc cette année, je vous rappelle que le champion, donc c'est l'Atlético avec 90 points. Ça veut dire que ça laisse pas beaucoup de marge d'erreur. Donc Luis Enrique Martinez, il va falloir très rapidement qu'il trouve une nouvelle dynamique, un nouveau équilibre d'équipe. Et ça va être compliqué si forcément il y a 6 joueurs clés qui rentrent dans cette équipe du FC Barcelone. Ça va prendre un petit peu de temps, donc je ne miserai pas beaucoup de pièces sur le Barça champion à la fin de l'année prochaine. D'accord. Écoutez, je vais vous passer mon collègue, donc Christian Esteves, qui a quelques questions pour vous. Pas de souci. Oui, merci Florian. ¿Qué tal, señor Lilian? Je suis spécialiste du foot féminin donc sur cette station et je viens vous demander en fait si vous connaissez un peu beaucoup le foot féminin, ce que vous pensez du niveau actuel du foot féminin en général, de notre équipe de France, notre très bonne équipe de France et de nos clubs. Alors de connaître, oui, je m'y intéresse évidemment parce que voilà, pas mal de copines qui évoluent en équipe de France, donc je les suis un petit peu. Également en Espagne, ça commence à marcher plutôt pas mal. Le Barça, une nouvelle fois, était champion dans cette catégorie de football féminin. La sélection espagnole marche aussi très bien. Donc voilà, je m'intéresse évidemment au football espagnol. Ce que fait l'équipe de France, je pense que voilà, ça va amener justement un vent de fraîcheur sur le football français. On voit finalement des filles qui sont pas trop médiatisées, qui ont un état d'esprit et qui sont super, qui ont tout. Regardez la meilleure joueuse du championnat, Gaëtan Tiné, voilà, elle a tout, elle est jolie, elle est fraîche, elle aime le football. Donc voilà, moi je trouve que c'est un vent de fraîcheur pour les supporters. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de monde qui puisse aller justement derrière ces filles, les Bleus, parce que voilà, il y a un vrai engouement. Je pense que elles peuvent rapidement se hisser parmi les 4 meilleures nations mondiales. Donc elles ont juste besoin de moyens. Maintenant, je trouve que voilà, en France,
Malheureusement, le championnat domestique, où les filles sont sous-médiatisées, jouent devant très très peu de monde, mais pourquoi pas. Enfin, je veux dire, en tout cas, l'UEFA notamment a demandé à évidemment tous les grands clubs français d'avoir une section féminine très très active. C'est ce qui a permis le développement de ces filles de Lyon, avec les arrivées de quelques Suédoises notamment. Et puis, on a vu que sur les Ligues des Champions, les Coupes d'Europe, les filles de Lyon réussissaient à cartonner. Donc moi, je demande que ça, de continuer à pousser derrière ces filles. Ouais. Oui. Vous avez des joueuses préférées, des clubs? Peut-être le PSG, entre autres, non? Moi, je vais parler pour ma paroisse. Comme joueur, j'ai été formé à Montpellier, donc je vous dirais que de cœur, voilà, c'est toujours les filles de Montpellier, évidemment, que je soutiendrai envers et contre tout. Oui, bien sûr. Justement, vous parliez de médiatisation, d'amélioration du championnat français. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste, qu'il y a encore beaucoup d'efforts, enfin, bien sûr, il y a toujours beaucoup d'efforts à faire pour médiatiser le foot féminin, peut-être plutôt qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour peut-être la FFF ou pour essayer de médiatiser un peu plus le foot féminin, de le rendre un peu plus populaire, au-delà d'essayer d'obtenir peut-être plus facilement les contrats avec nos chaînes de télé? Moi, si je devais proposer des choses à la FFF, pourquoi ne pas décider, par exemple, que les filles du PSG jouent en ouverture de l'équipe masculine. Vous voyez, il y a des gens qui viendront au stade, qui sont par des princes pour voir évidemment jouer le PSG de Zlatan Ibrahimovic. Vous feriez jouer les filles en ouverture, comme on le faisait à l'époque. Moi, quand j'étais junior, on jouait en ouverture des pros, évidemment. C'est un peu plus valorisant de jouer, même s'il y a que 10 000 personnes dans le stade, que de jouer devant 50 dans un stade champêtre. Donc ça pourrait aider. Après, maintenant, c'est à elle aussi de prendre le virage, de prendre le tournant, et je pense que les filles de l'équipe de France peuvent le faire. Moi, je pense que voilà, un petit titre de championne du monde, ça aiderait beaucoup. On a vu que le public français est assez versatile. Regardez avec le handball, il a suffi que les handballeurs commencent à cartonner un petit peu sur la scène mondiale, et puis mine de rien, vous avez commencé à remplir avec des bons clubs comme Montpellier, encore une fois, vous avez réussi à remplir les salles, parce que voilà, il faut cette reconnaissance mondiale. Donc je pense qu'un titre de champion du monde, et à mon avis, ça fera beaucoup pour développer le football féminin. Bien sûr. Vous pensez qu'on est bien parti avec Monsieur Bergerot comme playoff sélectionneur de cette équipe pour cette Coupe du Monde que l'on attend comme maintenant depuis quelques années, parce que depuis 2011, nos Bleus nous montrent du beau football et échouent finalement, on va dire, la dernière marche, la demi-finale généralement. Et est-ce que vous pensez que M. Bergerot va pouvoir nous faire rêver comme les Bleus nous ont fait rêver en 98? Moi je trouve que c'est une très très bonne chose de la part de la fédération, de la DTN, d'aller mettre un entraîneur comme Philippe Bergerot. Enfin, je veux dire, justement, on cherche plutôt un technicien. On va pour une fois sortir du registre un petit peu spécialiste du foot féminin pour les considérer à l'égal des hommes et leur mettre un Philippe Bergerot qui a fait ses preuves dans le monde professionnel et en sélection internationale. Donc laissez-lui la chance. Moi je pense que ces filles, petit à petit, elles ont pris pas mal d'expérience et maintenant honnêtement, elles sont vraiment, je pense, tout proches de réussir à décrocher un titre majeur. Hein. Oui. Juste une dernière question sur la finale de la Coupe de France qui aura lieu au Mans le 7 juin. Vous avez un pronostic entre Lyon et PSG? Compliqué sur l'expérience des grands matchs, je vous dirais plutôt les Lyonnaises évidemment, mais je pense que sur la saison, sur la dynamique actuelle, et peut-être encore une fois, un petit temps d'avance pour les filles du PSG. D'accord. Donc peut-être on vous verra venir supporter malgré tout les joueuses du PSG, même s'il n'y a pas les Montpelliéraines, peut-être venir supporter nos joueuses au Mans? C'est pas prévu. Il y a quand même une Coupe du Monde au Brésil qui se prépare. Donc voilà, j'aurais du mal à me libérer pour cette date. D'accord. Peut-être un petit message peut-être de soutien pour nos joueuses? Évidemment, allez-y les filles, faut être à fond.
Ne pas douter, croire en sa chance et puis aller jusqu'au bout parce que là je sais qu'elles peuvent le faire, elles ont du talent et maintenant voilà la reconnaissance du milieu masculin, c'est un faux débat, le respect ça se gagne et je pense que voilà c'est avec des titres qu'on gagne le respect dans le football. Très bien, je vous remercie beaucoup Monsieur Gatoun et je repasse la parole à mon collègue Florian. D'accord, merci. Justement, vous parliez de la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Quel serait votre pronostic? Je vais vous faire le même pronostic que tout le monde. Tout le monde voit évidemment le Brésil. Ça va être tellement compliqué d'aller les chercher chez eux. Maintenant, voilà, on se souvient qu'en 1950, l'Uruguay avait réussi à prendre évidemment la Coupe du Monde chez eux au Maracana. Donc pour tout le monde, l'archi favori, c'est évidemment cette sélection brésilienne qui est pétrie de talent, qui a des Neymar, qui a des Thiago Silva, des David Luiz. Donc ça va être très très dur d'aller les chercher. Comme d'habitude, je vous dirais dans le carré final, il y aura forcément une surprise. Moi j'aimerais bien pour le football, pourquoi pas voir enfin une équipe africaine arriver dans ce dernier carré. Ça pourrait être le cas, c'était tout proche lors de la dernière Coupe du Monde pour les Black Stars du Ghana. Cette année, on se rend compte qu'il y a la Côte d'Ivoire qui a un groupe très facile avec une génération magnifique, avec les Drogba, les Yaya Touré, les Salomon Kalou notamment. Donc voilà quoi, pourquoi pas une surprise, une équipe africaine dans le carré final où à mon avis on va retrouver évidemment les Brésiliens. Je pense que les Espagnols n'ont pas eu un tirage facile, donc ça m'étonnerait qu'ils soient dans le dernier carré. Vous retrouvez sans doute les Allemands et puis qui sait, pourquoi pas une équipe de France. D'accord. Écoutez, Lilian Gatoun, on vous remercie d'être passé sur la web radio Ville Lumière. C'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, à bientôt.